Et bonjour, bienvenue dans ce confinement gesticulé numéro 4 où on va parler aujourd'hui de la Révolution française. Alors, je précise parce que j'ai reçu des petits commentaires genre « Ouh, c'est bien, c'est sympa ce que tu fais avec tes conférences gesticulées et tout, et les révolutions, mais ce n'était pas très précis sur tel point, où tu aurais pu dire ci ou ça. » Et en fait, pour que les choses soient bien claires entre nous, je ne suis pas historienne, je ne suis pas chroniqueuse et je m'en fous complètement d'être précise ou pas. Je vous raconte ce que j'ai lu, ce que j'ai appris, et je vous le restitue sous la forme de ce qui, moi, m'a touché ou m'a paru important et ce qui me paraît intéressant à transmettre et ce que j'aurais mis, par exemple, dans une conférence gesticulée. Enfin, ce qui peut, à mon avis, nourrir l'imaginaire populaire et donc nous aider à construire l'appétit révolutionnaire en général et l'appétit à changer de monde pour éviter de se retrouver encore plus dans la merde que l'on est. Donc en fait c'est juste ça le truc, et là je le dis préventivement parce que sur la Révolution française je vais être absolument imparfaite, absolument bafouilleuse et absolument incomplète, et en fait je m'en fous complètement. Vous pouvez toujours continuer à m'envoyer des messages, hein. Je dis que c'est la Révolution française, hein. Je sens que jusqu'ici les Anglais et les Américains on s'en foutaient un peu, mais que bon là voilà, donc je le dis, hein, c'est inutile de me le dire, je sais, je m'en fous, voilà. Alors donc la Révolution française et la conférence gesticulée qui va avec. La Révolution française, en fait, donc on la date le 14 juillet, prise de la Bastille, 1789. On la date à ce moment-là, et évidemment, elle est en germe bien avant, avec des révoltes régulières liées au fait que les gens n'ont pas de quoi bouffer, que le prix du pain s'envole régulièrement, qu'il y a de la spéculation sur le prix du blé. Donc il y a eu la guerre des farines, il y a eu des événements comme ça avec des émeutes populaires. Et puis il y a eu la révolution, enfin la guerre d'indépendance en Amérique, à laquelle la France a participé. Et donc financièrement, la France elle est un peu en difficulté. Voilà, donc on arrive à quelle date ? Voilà, donc ça c'est 1770, tout ça, les émeutes, machin. 1788, le roi convoque les États généraux. Le roi, donc Louis XVI, Louis XVI, pour prélever les nobles et le clergé, du fait que comme il a fait la guerre, il n'a plus de fric. Et donc, là, à ce moment-là, c'est aussi le moment où les idées des Lumières infusent dans les milieux bourgeois. Et donc il y a un mouvement patriote qui va commencer à se former et qui va profiter des états généraux pour se politiser énormément. Parallèlement, il y a les cahiers de doléances. Partout dans la France, il y a des cahiers de doléances où en fait les gens, le peuple, va pouvoir enfin exprimer sa misère, son désarroi, sa colère. Et le roi ne change rien. Il va doubler le contingent du tiers-état aux états généraux, mais qui n'aura pas plus le droit de vote. Donc en fait, ça ne change strictement rien. Ce qui fait qu'en le 17 juin 1789, les représentants du tiers-état aux états généraux s'autoproclament représentants de la nation et rejettent la société des ordres. 3 jours plus tard, le 20 juin, ils se retrouvent à Versailles dans la salle du jeu de paume et formulent le fameux serment du jeu de paume où ils jurent de ne se séparer que lorsqu'ils auront établi une constitution. La monarchie absolue est donc renversée, première étape de la Révolution. Alors pourquoi le 14 juillet ? Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, la veille, le 13 juillet, en fait, la bourgeoisie parisienne commençait à s'inquiéter du fait que le roi réunissait des troupes. Et les marchands parisiens ont créé leur propre garde, la garde bourgeoise, qui va être ensuite appelée la garde nationale. Et le 13 juillet, ils se disent qu'il faut l'armer. Et donc, les armes sont aux Invalides et à la Bastille. Et la Bastille étant également un symbole, parce que c'est là qu'étaient signés les papiers pour tous les gens qui étaient écartés politiquement. Donc, les troupes royales, à ce moment-là, en fait, ne vont pas défendre les ordres du roi, mais vont fraterniser avec le peuple. Et c'est à ce moment-là que ça fait une révolution. Il y a une foule qui donne, les masses se sont levées, sont allées à la Bastille, la garde royale a fraternisé avec le peuple,
Et donc là, eh bien, on parle d'une révolution. Dans les campagnes, les paysans s'en prennent au château. La rumeur est que les nobles ont payé des brigands pour aller faucher les récoltes. Et donc, en fait, ça va être la grande peur, ce qu'on appelait la grande peur, des gens qui flippent de ne pas avoir à bouffer. Et donc, ils vont commencer à se venger des années de servitude face à la noblesse. Le 4 août, pour calmer un peu tout le monde, le Parlement, du coup, abolit les privilèges de la noblesse. Et à partir de ce moment-là, vont fleurir des clubs qui vont créer également des journaux. Il y aura donc eu les cahiers de doléances. Et c'est là que je fais la petite aparté qui va présenter la conférence gesticulée d'après. Qui n'est pas celle de Franck Lepage, parce que Franck Lepage, elle est déjà assez connue, donc moi je diffuse les conférences gesticulées qui sont moins connues. En fait, pour moi, et je ne suis pas la seule, enfin je dis ça, mais c'est aussi parce que dans l'histoire de l'éducation populaire, et notamment dans la thèse d'Alexia Mouvement sur l'éducation populaire politique, la source de l'éducation populaire, c'est quand même dans la Révolution française, dans ce moment où on se dit, ok, on crée des citoyens, les gens ne sont plus des sujets, ils sont des citoyens, et donc comment on fait pour être un citoyen? Et donc là, il va y avoir le fameux rapport Condorcet. Condorcet va faire un rapport sur l'instruction, et se pose la question non seulement de l'instruction de base, mais également de l'éducation politique des adultes. Et donc l'idée que l'école n'est pas là que pour apprendre à lire et à compter, mais elle est là aussi pour former des citoyens et pour aider les adultes à être des citoyens. Et donc les cahiers de doléances vont être le premier moment d'un mouvement qui est assez fort dans l'histoire de l'éducation populaire, qui est celui des enquêtes. Qu'aujourd'hui on appelle enquête sensible, enquête citoyenne, enquête populaire, enquête conscientisante, voilà, et que en fait, qui fait que les citoyens, même s'ils ne sont pas experts dans un domaine, même s'ils n'ont pas fait des études dans un domaine, peuvent devenir experts de par leur quête de la connaissance qu'ils ont de par leur vécu, en l'analysant, hein, pas juste en exprimant comme ça. Voilà. Donc les cahiers de doléances vont être un peu la première pierre du mouvement d'enquête sociale qui va avoir lieu par la suite et qui va être repris dans les mouvements d'éducation populaire. Et ce rapport Condorcet sera un peu la base de ce qui va donner l'éducation populaire par la suite. Voilà, donc tout ça pour dire que la conférence gesticulée, dont il y aura le lien à la fin de ce petit truc sur la Révolution française, eh ben, c'est une conférence gesticulée qu'on a faite à 3 avec Maxime Lenné, Julien Colmar et moi-même, et qui s'appelle Mourir pour des idées, fourir pour s'engager. On questionne qu'est-ce qui fait que individuellement on décide de s'engager et qu'est-ce qui fait que collectivement ça a une portée, quels sont nos modèles et quelle est aussi la posture qu'on a aujourd'hui de l'éducation populaire, pourquoi on pense que ça, voilà, les syndicats, les partis ont leur rôle, mais que les mouvements d'éducation populaire ont un rôle tout aussi fondamental et à mon avis dans l'époque qu'on vit à l'heure actuelle certainement plus important même que celui des partis ou des syndicats. Bon, mais ça c'est mon avis, on n'est pas du tout obligé de le partager. Ah oui, alors je voulais dire aussi que dans les clubs qui se forment donc suite à l'abolition des privilèges et à la prise de la Bastille, etc., il y a des clubs de femmes. Donc là, pour moi, je n'ai pas entendu parler d'irruption dans la vie politique de femmes, on va dire, de façon organisée, avant les lectures que j'ai eues sur l'histoire des femmes en Occident. Donc un recueil de récits historiques du point de vue des femmes, qu'est-ce qu'elles ont fait. Et en fait, dans la Révolution française, les femmes, alors très connues parce qu'il y a eu Olympe de Gouges et la Déclaration des droits des femmes, et des droits de la femme et de la citoyenne, mais pas que, en fait, il y a eu plein, il y a tout un mouvement. Enfin, Olympe de Gouges, bon, c'est une espèce de figure, mais c'est limite anecdotique et c'est pas ma préférée du tout. Mais en fait, il y a eu vraiment énormément de femmes qui se sont battues, qui ont pris les armes
qui ont réfléchi, qui ont pensé comment faire pour que les femmes qui ne savaient pas lire, bon, ce qui était le cas de la majorité des gens, mais quand même qui ont particulièrement œuvré pour que les femmes puissent aussi s'immiscer dans ce moment politique particulier qu'est la Révolution. Et donc, voilà, c'est aussi pour dire que ça a eu son rôle. Il y a eu des clubs féminins, des journaux féminins. Voilà, alors, où est-ce que j'en étais? Alors oui, donc là, pour l'instant, on en est au stade où la révolution est libérale. Hein. C'est des bourgeois qui forment la partie du tiers-État aux États généraux et qui disent, bon, donc on est vraiment dans une révolution libérale. On établit une monarchie constitutionnelle, le roi donc garde son droit de veto, tous les privilèges seigneuriaux ne sont pas abolis et le suffrage est certes masculin, mais il est également réservé aux personnes les plus riches. Et surtout, la crise de subsistance, donc la grande misère dans laquelle sont les Français, elle n'est pas finie. Et le peuple réclame, désespérément et sans jamais être entendu, un prix maximum du pain, par exemple. Bon, en plus, il y a une histoire avec le pape qui n'est pas d'accord. Enfin bon, ça crée aussi des dissensions religieuses. Ce qui fait qu'en fait, là, on est dans une situation qui reste très conflictuelle, avec des émeutes régulières. Et en fait, cette histoire de révolution libérale, elle n'est pas finie, quoi. Il n'y a pas un point final. Le 20 juin 1791, le roi Louis XVI fuit et se fait choper à Varennes. Et donc, cette fameuse fuite à Varennes va occasionner un très grand mécontentement. Au sein des États généraux, un grand débat pour savoir ce qu'on fait. Et la majorité libérale décide de prendre le parti du roi, tire sur le peuple, interdit les journaux républicains. Et en septembre 91, la Constitution est proclamée, Louis XVI est désigné roi des Français. Alors, le truc, c'est qu'en fait, les tensions sociales, elles ne vont pas du tout s'éteindre. À l'intérieur des Républicains, à l'intérieur de la France, et avec le roi qui est toujours là et qui est dans une position où sa duplicité n'est pas tellement un secret, mais bon, pour l'instant, elle est cachée, quoi. On essaie de calmer le peuple, les Girondins jouent cette carte, hein, de calmer le peuple. En avril 92, la France entre en guerre. Et à ce moment-là, la question de la guerre, ça a été de longs mois de réflexion pour savoir si si le roi pense qu'il va pouvoir s'en servir pour avoir des alliés à l'international, enfin en Europe. À l'intérieur, on se dit ça va montrer la duplicité du roi, etc. Et donc, quand la France entre en guerre, effectivement, la duplicité du roi éclate, puisqu'il fait valoir son droit de veto régulièrement contre les intérêts de la France. Ça ne calme pas du tout le peuple, car il va falloir dresser des armées et que les enrôlements volontaires ne vont plus suffire et donc on va devoir les enrôler de façon obligatoire, que le peuple du coup se dresse à la fois contre les affameurs et contre le roi qui est surnommé Monsieur Veto. Peut-être vous vous souvenez de cette chanson. Monsieur Veto avait promis, ah ça ira, ça ira, ça ira. Le 10 août 92, il y a une insurrection parisienne qui oblige les députés à suspendre les pouvoirs du roi et à convoquer une nouvelle constituante, qui va s'appeler la Convention, en référence à la Révolution anglaise, hein, comme quoi les choses perdurent. Et là va être installée petit à petit la Révolution démocratique et sociale, qui va avoir pour particularité, entre autres, le durcissement, où là on va passer à des éliminations physiques, hein, tous les gens qui ne sont pas d'accord, quick. Alors la guerre est difficile, il y a beaucoup de défaites et les recrutements sont contraints, donc comme je le disais. Et puis du coup il y a des révoltes, notamment en Vendée. Et puis il y a des nobles qui commencent à prendre la tête de ces mécontentements. Et donc, il y a à la fois une guerre intérieure et une guerre extérieure, ce qui va, on va dire, donner l'occasion de légitimer la violence et le durcissement de la violence d'État. Il y a également les sans-culottes, donc, qui sont les Parisiens les plus radicaux, qui se forment et qui n'hésitent pas à recourir à la violence
pour, par exemple, s'assembler en armes autour de l'Assemblée et pour imposer leurs idées. La Convention est entre les mains des Jacobins, qui sont les plus radicaux, et des Montagnards, qui est leur aile sociale et démocratique. Elle va mettre en place des mesures exceptionnelles, un tribunal extraordinaire, sans droit pour les accusés, sévère, expéditive, et donc mettre en place une violence politique. À partir d'octobre 1993, le gouvernement devient le comité de salut public. C'est un gouvernement révolutionnaire. Et à partir de là, la régression démocratique est importante. Ça va être toute la période surnommée de la terreur. La terreur, on va en dire 2 mots, parce que en fait, c'est le truc dont je me souviens du collège, quand on m'a appris la Révolution française. La terreur, Robespierre, cette horreur. Alors oui, ce terme a été inventé pour focaliser sur, effectivement, légitimer l'élimination de Robespierre. Hein, voilà, on dit, oh, quand même, il terrorisait un peu trop. Et pour justifier la dépolitisation du peuple, en disant, bah, de toute façon... Alors, la violence d'État, elle est déjà, cette violence d'État, elle va puiser dans des siècles de violence monarchique. Elle va également... comment dire, elle va d'abord s'exercer sur les contre-révolutionnaires, à commencer par le roi. Hein, le 21 janvier 1793, Louis XVI est guillotiné. Et puis donc les nobles, la reine, etc. vont être petit à petit guillotinés. Puis la violence va s'exercer également sur la Gironde. Hein, les Girondins, Danton, Saint-Just, vont être également guillotinés. Ils s'étaient opposés à la décapitation du roi, donc, parce qu'au sein des Républicains, tout le monde n'était pas d'accord avec la décapitation du roi et les Girondins en premier. Et ils vont refuser également les mesures d'urgence sociale. Et puis en fait, cette violence, elle va continuer, elle va se retourner également contre Robespierre, accusé par les Montagnards d'accaparer le pouvoir et de ne pas aller assez loin dans les mesures sociales. En 1795, les libéraux font tomber les têtes des derniers Montagnards. Et donc en fait, cet épisode de la terreur, in fine, il ne profitera pas aux Jacobins et aux Montagnards, il profitera aux libéraux. Et ce que masque la terreur, en fait, je dis ça, je suis parfaitement contre les exécutions sommaires et les théâtres, les tribunaux d'exception. C'est pas tellement la question. C'est en fait cette idée qu'on nous enseigne que ça, que la terreur. Et que donc on nous enseigne que les radicaux, etc., sont forcément des gens violents qui forcément vont nous décapiter si jamais on émet une opinion contraire. Mais je me dis que dans un contexte de guerre intérieure où il faut faire face aux contre-révolutionnaires et à une noblesse qui a les ressources pour faire la contre-révolution, et à la fois à une guerre externe qui a été déclenchée en fait par les libéraux et par le roi, et des fois peut-être que, je sais pas, je dis pas que ça justifie, je dis qu'il y a peut-être un moment donné où on ne sait pas faire autrement. Néanmoins, de toute façon, ça n'a pas profité à Robespierre et ça n'a certainement pas profité à la cause. Donc voilà, pour la terreur. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, la République française, à ce moment-là, elle est passée de libérale à démocratique et sociale. Démocratique parce que le suffrage devient complètement universel, masculin, mais néanmoins pas réservé aux riches, et que les députés sont contrôlés par le peuple. On met en place l'assistance publique, l'éducation, le droit au travail, la loi du maximum général. On veille au ravitaillement de tout le monde. On réprime les accapareurs. On redistribue les terres agricoles. On supprime tous les droits féodaux. On abolit l'esclavage. L'espérance de vie augmente et la guerre est gagnée. Et en fait, il y a quelque chose, on dit tout le temps, ah la terreur, on a assassiné plein de gens, mais en fait, la terreur, à ce moment-là, en assumant aussi ce moment en fait de la République sociale et démocratique, c'est aussi le moment où les droits du peuple et leur vie a été sauvée. Bon, après la chute de Robespierre, petit à petit va être mis en place le Directoire.
Les Girondins reviennent du coup dans le jeu. Ils écrasent la Vendée. Les Girondins étaient dans une idée un peu de messianique. Là, on va aller répandre la bonne parole partout en Europe, et ce qu'ils arrivent à faire. Il y a plein d'autres pays qui vont se mettre à révolutionner également. Et donc les modérés profitent du directoire. Ils vont néanmoins ancrer les acquis révolutionnaires, même si tous les acquis sociaux sont oubliés, si le suffrage universel est aboli, si la liberté d'entreprendre économique, etc. et devient évidemment la règle, les sans-culottes sont écrasés, etc. etc. Mais ils vont prendre soin de ne pas, comment dire, ils vont continuer à combattre la contre-révolution et à prôner la révolution. Voilà, le 9 novembre 1999, le directoire meurt sur le coup d'État de Napoléon Bonaparte, qui met fin à la période révolutionnaire. Et bon, en réalité, la modération, je sais pas, ça donne pas toujours des bons résultats. Voilà. Bon, sur ce, je vous mets le lien de la conférence gesticulée qu'on a faite à 3 avec Maxime et Julien, et qui parle de tout ça, d'engagement, etc. Et donc, je reste sur cette idée, moi, que la Révolution française, elle pose plein de questions. Voilà, jusqu'où on peut aller dans le tribunal d'exception, la justice exceptionnelle, tout ça. Jusqu'où aller avec la violence quand on a à faire face à une contre-révolution. Oui, il y a tout ça qui est en germe. Néanmoins, ça a ouvert la période révolutionnaire de toute l'Europe, et même au-delà, et qui a permis de voir que c'était possible, en fait, la citoyenneté et la prise en main par le peuple de ses propres affaires, et que quand on veille à respecter les droits sociaux, en fait, tout va mieux, tout le monde se calme. Et donc peut-être les vrais guerriers, les vrais violents, c'est ceux qui constamment génèrent des inégalités. Mais bon, bref. La prochaine vidéo, j'ose pas vous dire demain parce qu'en fait j'ai du mal à tenir le rythme. On va traverser l'Atlantique et on va aller en Amérique latine. Voilà. Allez, prenez soin de vous.